Bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre webinaire. Donc, j'espère que j'ai vu il y a encore des gens qui ne se sont pas encore connectés. Peut-être qu'il y a problème de connexion, mais j'espère qu'ils vont se connecter tantôt. Alors, je vais laisser la parole à Freemance tantôt, mais ce que j'aimerais demander à tout le monde, essayez un peu d'éteindre vos micros. Et pour nous permettre d'avoir une bonne bande passante, s'il vous plaît, ne rallumez pas vos caméras. Si vous pouvez nous aider à éteindre vos micros et éteindre vos caméras, s'il vous plaît. Jimmy, si tu peux éteindre ta caméra, ça peut nous aider pour économiser la bande passante. Okay. C'est fait, j'ai éteint la caméra. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Alors, Freemance, tu es là? Oui, bonsoir, je suis là. Ok, d'accord. Je te laisse présenter, si tu peux nous présenter Stanislas, je vois il est déjà connecté. Comme ça, on peut laisser après Stanislas se présenter et commencer la session. Ok, merci. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ces webinaires. Alors, je ne vais pas vraiment prendre beaucoup trop la parole. Je vais tout simplement dire que nous avons organisé ces webinaires afin que c'est juste une sorte de partage d'expérience. Donc, Stanislas, il est programmeur depuis bien longtemps. Il a une grande expérience et lui-même, il va devoir se présenter. Alors, cette présentation, c'est pour la communauté tech. Juste question de voir ce qu'il lui a fait dans le but que cela puisse aussi inspirer les autres. Pour info, Stanislas, c'est un ancien de l'UNIKIN. Il a travaillé au pays et il a eu la grâce de pouvoir évoluer ailleurs. Donc, ce soir, il est avec nous, il va nous partager son expérience et à la fin, il y aura une séance des questions-réponses. Donc, voilà en gros. Donc, je passe la parole à Stanislas qui va se présenter et puis il va commencer avec la présentation. Merci. Merci Freemance. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Stanislas Matayo. Donc, pour introduire, je suis ingénieur civil informaticien de la faculté polytechnique de Kinshasa depuis plusieurs années. Et on peut dire que je travaille plus dans le domaine des données. Et dans le cadre de mon travail des données, il y a que je fais certains développements pour me rendre la tâche facile dans mon travail. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est plutôt l'utilisation des technologies HTML5 et Java EE8 pour la mise, l'automatisation de certains rapports. Bon, là, je n'ai pas le droit de partager mon écran. Est-ce qu'il y a possibilité de me donner ce droit? Oui, Michel, est-ce que tu peux donner à Stanislas le droit de partager son écran? C'est déjà, Stanislas, tu peux essayer? D'accord. Ouais. D'accord. J'espère que vous voyez. Bon, je ne vais pas faire full screen. En somme, c'est quoi l'idée? Il y a que dans le cadre de mon travail, je dois produire un certain nombre de rapports régulièrement. Mais il s'avère que les ressources sont assez limitées et la quantité de rapports à produire, si je dois utiliser des technologies comme Adobe, ça me prendrait beaucoup de temps. Pour mettre juste un exemple, on a par exemple 6 régions de présence.
là où l'organisation pour laquelle je travaille effectue comment dire, est présente. Et du coup, s'il y a 5 ou 6 régions de présence, je dois faire des rapports qui sont portés sur chacune de ces régions. Et en allant plus loin, il y a aussi 26 camps de réfugiés pour lesquels je dois faire aussi des rapports. Donc, 26 camps, si on doit utiliser, faire des agrégations, s'arranger pour que les données aient le format approprié et le faire manuellement, c'est très difficile. Et du coup, il y a autre chose, c'est que le fait que les données sont basées sur des chiffres, il faudrait s'arranger pour qu'il y ait une cohérence entre tous les chiffres qu'on est en train de produire. Le fait que les données sont basées sur des locations, il faudrait s'arranger pour que le nombre des locations soit le même partout dans tous les documents. Le fait que on a plusieurs personnes qui sont en train de fournir des données en utilisant une technologie, par exemple, comme Excel pour capturer des données, il devient difficile à un certain moment de les consolider. Donc, du coup, au fur et à mesure que je voyais ce qu'il y avait à faire, je me suis dit, en partant, de développer d'abord une solution qui me permette de consolider les données, de les capturer, de les consolider d'un côté et de s'assurer qu'il y a une certaine cohérence entre toutes les données. Ça, c'était un premier pas. Et le second pas était de voir dans quelle mesure les données que j'étais en train de consolider faisaient sens, étaient cohérentes et pouvaient me permettre de faire des infographies sur une base régulière. Alors, du coup, en regardant bien, je me rends compte qu'il y a, en cherchant à gauche, à droite sur des outils appropriés pour automatiser la production des rapports, je suis passé par plusieurs essais. Le premier, c'était entre autres une plateforme Java pour l'automatisation de rapports, c'est Jasper Report. Mais en travaillant avec Jasper Report, il y a la version payante et la version gratuite. La version gratuite a un certain nombre de limitations, donc du coup, je ne pouvais pas utiliser les composantes payantes. En essayant de me renseigner sur les prix et tout ça, l'opération pour laquelle je travaille ne pouvait pas investir ce coût-là. Alors, je me suis dit, je vais aller vers le QGIS, qui est une plateforme de cartographie avec certains modules d'infographie. Mais le rendu, quand le produit final était disponible, le rendu n'était pas aussi beau et attirant que ça est. Il n'y a que la mise en place d'une charte graphique, derrière cela était un tout petit peu difficile. Alors du coup, je me suis intéressé, j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire du graphique, des charts et tout ça avec du HTML5. C'était principalement tourné vers, comment on appelle cette technologie, SVG. Depuis que le HTML5 est sorti, SVG, il y a toute une pile de bibliothèques de graphiques, des bibliothèques de design, des bibliothèques de charts, tout un tas de bibliothèques qui sont apparues. Et je me suis dit que c'était une opportunité, mais la difficulté qui se posait, c'était aligner ce genre de technologie avec ma base de données qui est en back-end d'un côté, s'arranger pour qu'il y ait une certaine sécurité, voir si je pouvais automatiser un certain nombre de choses comme la pagination, comment dire, la mise en forme des documents et l'impression des documents aussi. Donc, du coup, en faisant une investigation, je me suis rendu compte que HTML5 me fournissait la plupart des éléments dont j'avais besoin. Mais le tout, c'était de savoir comment mettre ça ensemble et s'arranger pour qu'il n'y ait pas une trop grande distance entre les données qui sont collectées d'un côté et les infographies qui doivent être produites d'un autre côté. Du coup, comme je suis moi-même développeur Java, je me suis dit, je vais tenter quelque chose où je développe une application web qui permet à plusieurs utilisateurs de mettre à jour et j'essaie de voir avec les technologies CSS, JavaScript et HTML5 ce que je peux faire pour que mes infographies soient automatisées en utilisant les modules que Java m'offre. Bon.
Pourquoi utiliser Java? Quand vous regardez sur le slide suivant, il y a toute une pile de fonctionnalités que Java vous offre directement. Ce n'est pas que vous n'avez pas, ce n'est pas que vous ne devez pas développer quelque chose, mais il y a des API, des modules dans le Java EE qui permettent à ce que, si je vais prendre quelques exemples, quand on regarde le batch est un module qui permet de faire un traitement de données pour d'énormes quantités de données. Quand je dis énorme quantité de données, c'est des données qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de lignes, 100 millions de lignes, et même que ça peut aller en gigaoctets, en téraoctets et tout. Quand il y a d'énormes quantités de données, pardon, par expérience, j'ai remarqué que les outils standards ne fonctionnent plus correctement. Je vais donner par exemple, bon exemple, j'utilisais une base de données MySQL. Dès que j'ai atteint 1 million de lignes dans ma base de données ou 2 millions de lignes, les résultats que la base de données me renvoyait devenaient erronés. Donc, du coup, si je dois avoir faire des sommes, des agrégations et tout ça, les outils standards ne répondent plus à ces besoins. Mais avec le batch, je peux, si j'apprends à comment utiliser proprement le batch, faire des tâches qui peuvent porter sur des millions et des millions de données. Les bin validation, par exemple. Quand j'entre des données sur une interface, je dois avoir la possibilité de configurer des fois, pour ceux qui sont développeurs Java, il y a ce qu'on appelle des annotations. Je peux mettre sur un champ une annotation pour dire que c'est un email. Et du coup, il y a tout un écosystème qui me permet de faire la validation de ce champ-là comme un email très facilement sans me prendre trop la tête. Quand je regarde le connecteur, par exemple, il y a tout un tas comment dire, des EIS, des Enterprise Information System. Et quand vous regardez les Enterprise Information System, il n'y a que dans certaines structures, c'est des très vieilles applications. Et donc, du coup, si vous voulez utiliser ces vieilles applications, il faut qu'il y ait un connecteur qui permette à ce que votre nouvelle application puisse se connecter à cette ancienne application et prendre les données ou les informations qui sont importantes. Peut-être ça peut être pour du reporting, si c'est une application qui permet de capturer, par exemple, les entrées et sorties à des portes. Ça peut être pour développer une interface plus jolie, par exemple en Java ou en C++ ou même en Ruby ou un autre langage, ou même en JavaScript. Vous vous connectez, eux, ils permettent de prendre ce qu'il y a dans le vieux système et en front-end, vous pouvez créer une interface nouvelle sans pour autant toucher la logique métier qui existe déjà dans le vieux système. Et ainsi de suite. Et quand vous voyez ici, aujourd'hui, on parle beaucoup de... Et vous pouvez nous partager, actualiser votre écran, s'il vous plaît. Pardon? Vous pouvez actualiser votre écran. Partager et actualiser l'écran. Partager, actualiser, ça veut dire... L'écran est pas... L'écran de présentation, s'il vous plaît. Neville, c'est ta connexion qui a un problème. L'écran est pas... C'est ça, parce que moi, je vois ça. Ouais. D'accord, merci. D'accord. Il y a maintenant, on parle de format de transfert de données. Il y a XML qui a été disponible pendant un certain temps. Il y a actuellement le format JSON qui est très utilisé. Et principalement, bon, le format JSON et XML, ce sont des formats qui permettent à ceux que il y a plusieurs systèmes qui peuvent interagir entre eux. Donc, du coup, avec XML et JSON, je peux envoyer des données en XML à une autre application. Et cette application n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour comprendre l'information que je lui ai envoyée. JSON, c'est la même chose. Et il y a ce qu'on appelle le parsing dans le codage.
Java est un langage orienté objet. Bon, bien sûr, il y a certains modules fonctionnels qui ont été ajoutés avec le temps, mais pour ce qui est de l'orienté objet, par exemple, des classes et des objets, avec avec mon Java EE8, il y a des modules qui permettent de recevoir du JSON et le parser, donc le transformer en objet, et de prendre un objet, le transformer en JSON et l'envoyer. Ça peut être à un autre système, ça peut être au navigateur ou bien je ne sais quoi, mais il y a ce module qui est dedans. Et vous avez par exemple Java Mail, donc je peux me connecter à un système de messagerie comme Google, Outlook et tout, et interagir avec ce système de messagerie en quelques lignes de code. Et ainsi de suite. Donc, en somme, la plateforme vous offre tout un tas de services qui permettent à ce que vous travaillez facilement sans vous prendre la tête sur les protocoles de communication, par exemple, parce qu'en Java, avec les emails, par exemple, vous avez IMAP qui est un protocole de communication, vous avez un autre SMTP, je pense, c'est un autre protocole de communication. Vous avez le POP3 qui est un autre protocole de communication. Et en fonction du protocole de communication, les messages doivent être formatés d'une certaine manière. Donc, du coup, il n'y a que lui vous offre déjà le niveau d'abstraction suffisant pour coder et les couches basses, il prend en compte, il prend en charge cela pour vous. Et pas seulement ça, ça c'est au niveau des API. Il y a aussi l'infrastructure qui vous est offerte. Il y a plusieurs choses. Quand vous développez une application Java EE, vous la mettez sur un serveur d'application. Et le serveur d'application gère un certain nombre de choses pour vous. Il peut gérer la montée en charge, il peut gérer le nombre de connexions concurrentes à une base de données, il peut gérer la sécurité, il peut gérer la mise en place d'un cluster, il peut gérer la mise en place d'un cluster, il peut gérer pour vous. Il y a un nouveau protocole là, le HTTP, il y a la version 2 qui existe, avec les WebSockets, par exemple, qui permettent à ce qu'il y ait une communication bidirectionnelle entre le browser et votre serveur d'application et tout ça. Donc, il prend en charge un certain nombre de choses pour vous. Le tout, c'est de respecter un certain nombre de bonnes pratiques dans le développement. Et après que vous n'ayez respecté les bonnes pratiques de développement, lui, il va prendre en charge un certain nombre de cas d'utilisation fonctionnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça. Dans les cas d'utilisation fonctionnelle, vous avez le logging, j'ai oublié comment ça se dit en français, mais le logging, c'est capturer tous les événements importants qui ont lieu au sein de votre application ou même du serveur d'application et capturer, par exemple, toutes les interactions importantes qu'il y a au niveau de votre serveur d'application et ainsi de suite. En somme, Java EE, ou maintenant, disons qu'il y a le Java EE qui a le support est présent, mais il y a eu un certain nombre de choses qui font à ce que le Java EE est en train d'aller vers une solution open source et ouverte à plusieurs contributeurs. C'est devenu Jakarta EE depuis une certaine période et tout. Maintenant, pour ce qui est de l'architecture de mon application, c'est que ce que j'ai utilisé principalement, c'est du JSF, des HGB et le JPA. Bon, JSF, c'est une technologie de présentation. Donc, ça signifie que ça vous permet de développer une interface HTML et ça vous permet de communiquer avec des objets qui sont sur le serveur d'application. Quand vous appuyez par exemple sur un bouton et qu'une méthode doit être exécutée, lui, il va envoyer les données au serveur d'application et ensuite le serveur va vous renvoyer une réponse en fonction du code que vous avez développé sur le serveur d'application. Les HJB, c'est HJB, comme ils disent,
c'est des entreprises Java Beans. L'idée derrière AGB, c'est quoi? C'est que vous développez la logique métier dans un type de classe spécifique. Et le serveur d'application va gérer pour vous le cycle de vie de l'EJB. Donc, ça signifie qu'il crée pour vous les objets qui vont exécuter la tâche. Il crée un pool pour vous, donc une pile d'objets, parce que la création et la destruction d'objets dans Java, ce sont des tâches qui bouffent beaucoup de ressources. Alors, pour optimiser les ressources, il crée des EJB pour vous, il les met quelque part. Quand quelqu'un appuie sur un bouton et qu'il y a une tâche spécifique qui doit être exécutée, le serveur d'application va aller prendre l'EJB pour vous, lui faire exécuter la tâche dont vous avez besoin, et puis vous renvoyez les résultats, ensuite le remettre là où il est. Et ça fait que l'avantage d'avoir une approche comme celle-ci, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin de gérer le cycle de vie de vos objets vous-même. Parce que plus vous avez des objets dans votre mémoire, plus le système sur lequel vous êtes prend du temps pour exécuter ce que vous avez besoin d'exécuter. Donc, du coup, l'EJB prend en charge un certain nombre de choses pour vous et le serveur l'aide à faire un certain nombre de tâches de maintenance. JPA, c'est une technologie qu'on appelle ORM. C'est quelque chose qui permet de lier, de faire un mapping entre le format de vos données dans la base de données où il est et un objet en Java. Bon, ça signifie que quand, par exemple, j'ai une base de données, il y a plusieurs lignes dans ma base de données. J'ai besoin, quand je travaille en Java, je n'ai pas besoin de voir la ligne qui est dans la base de données. Moi, j'ai besoin d'un objet. Alors, du coup, le JPA me permet de faire facilement cette transformation. Et il y a plusieurs implémentations de JPA qui existent. Par exemple, moi, celle que j'utilise le plus, c'est Eclipse Link. Mais il y a Hibernate, il y a Object, quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Il y a plusieurs implémentations qui ont des spécificités. Par exemple, Eclipse Link, lui, c'est l'implémentation standard. Donc, du coup, avec cette implémentation standard, il est sur le serveur d'application standard qui est Glassfish. Parce que j'ai parlé d'un serveur d'application avant. Et comment dire, je peux faire un certain nombre de configurations, je me connecte à une base de données ensuite, et à partir de là, j'ai ce que, comment dire, lui, il gère pour moi les objets. Il va chercher pour moi les objets dans la base de données. Et il y a d'autres avantages, par exemple le caching. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de communiquer tout le temps avec la base de données, ce qui bouffe des ressources aussi, le serveur d'application peut faire quoi? Il peut prendre, dès que j'appelle un certain nombre dès qu'il a fait la transformation de la base de données vers l'objet, il peut garder cet objet pour moi dans la base de données, ce qui fait que les communications avec la base de données seront utiles uniquement s'il y a des modifications qui se font dans la base de données. Et il y a des mécanismes qui sont en place et tout ça, des modèles de développement qui permettent de gérer cela pour nous. En somme, bon, je vais montrer quelques exemples plus tard. Là, je parlais de HTML5, mais le SVG, c'est un, comment dire, c'est un langage de description de bas niveau. Donc, ça signifie qu'il permet, par exemple, de décrire un cercle, je peux dire que je décris un carré, et ainsi de suite. Et comment dire, la mise en commun de plusieurs formes géométriques, c'est ça qui permet de faire un graphique. Alors, du coup, il y a plusieurs librairies de haut niveau qui permettent de faire, pour moi, un certain nombre de tâches de bas niveau et me facilitent la tâche en me donnant en interface quelque chose qui est plus facile à développer. Pour ceux qui, comment dire,
avec les ordinateurs, par exemple, moi, j'utilise Java comme langage de programmation, mais il y a des langages de bas niveau qui existent. Par exemple, le C est un langage de bas niveau. Pas bas pour dire qu'il est pauvre, non. Bas niveau, donc, ça signifie qu'il est proche du matériel. Et quand il est proche du matériel, des fois, ça demande beaucoup de lignes de code pour écrire quelque chose qui peut s'écrire en une ligne de code avec les langages de haut niveau d'abstraction, bas niveau d'abstraction et haut niveau d'abstraction. C'est la même chose avec le SVG. Il y a le SVG qui est de bas niveau, mais il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres langages de haut niveau qui permettent de, comment dire, de programmer plus facilement. Et par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle le D3. D3 est un langage qui permet de générer, de traiter des données en JavaScript et de générer aussi des graphiques en utilisant SVG. Il fait comment dire, il manipule les nœuds qui sont dans du HTML. En manipulant les nœuds, il peut injecter du contenu et en injectant ce contenu-là, on peut obtenir quelque chose de graphique grâce à D3. On a Leaflet, c'est juste une librairie pour la cartographie. Il facilite la cartographie. En quelques lignes de code, je peux avoir une carte et je peux faire quelques manipulations au niveau de la dite carte. Le Turf que j'ai mis là, c'est un langage de, comment dire, de manipulation de données. C'est une librairie de manipulation de données géographiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des données géographiques? Par exemple, quand j'ai des données géographiques, je peux m'arranger pour dire quelle est la distance entre tel point et tel point. Est-ce qu'il y a une intersection entre tel polygone et tel autre polygone? Est-ce que le polygone tel est à l'intérieur de tel autre polygone? Est-ce que c'est un polygone concave ou un polygone convexe? La ligne suivante, est-ce qu'elle passe à l'intérieur d'un polygone ou non? On peut se faire un certain nombre de manipulations comme celle-là qui peuvent nous rendre la tâche facile en faisant cela. iChart, c'est une librairie graphique qui permet de faire des graphiques, des bar charts, de la cartographie, des pie charts et ainsi de suite. Donc, ça vous permet de faire plusieurs graphiques, mais à l'intérieur d'un browser. Et maintenant, ce que j'ai fait dans mon application, c'est que je prends ce qu'il y a derrière, j'injecte les données pour faire voir ce qu'il y a comment dire, faire voir graphiquement ce que mes données représentent. Et je vais vous partager maintenant mon browser pour vous montrer comment tout ce que j'ai dit théoriquement se présente pratiquement. Et pratiquement, non, ça c'est une autre application. Attendez un moment. Ok. Allô, vous pouvez voir? Oui, oui, on voit. On voit très bien. Oui. D'accord. Par exemple, bon, pratiquement, je vais vous montrer par exemple, ça, c'est quelque chose de plutôt simple. Les chiffres qui sont dans ces rapports ne sont pas des chiffres réels. C'est juste pour le test que je vous ai montré ça. D'accord? Par exemple, là, je veux avoir une infographie des populations qui sont présentes, des populations of concern, comme on les appelle au HR, qui sont présentes dans le pays sur une page. En faisant ceci, j'ai ceci, ça, c'est un chiffre qui vient de ma base de données, ça vient de ma base de données, ça, c'est iChart qui me permet comment dire,
de faire ce graphique-là avec du HTML5. Ceci, ce sont des, comment dire, ça montre la forme des pays et c'est grâce à une librairie de, comment on appelle cette librairie? Une librairie, c'est pas une librairie de cartographie, mais c'est une librairie comment on appelle ça? Des fontes. Il y a des librairies de fontes. Bon, comment on dit fonte en français? Bon, ouais, vous dites? Police. C'est une police. On appelle ça? Une police. Oui, la police de caractère. Exactement. Il y a certaines polices de caractère, qu'est-ce qu'elles font? Ils sont allés loin où certaines polices de caractère vous donnent des graphiques. Par exemple, là, ce n'est pas l'icône qui est là. Les icônes que vous voyez, ce sont des icônes qui proviennent de polices de caractère. Il y a une autre police de caractère qui est en ligne qui me permet qui me présente, si j'écris A, lui me présente par exemple le Soudan. Si je mets B, il me présente quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Et le D3 dont j'ai parlé, le D3, c'est ça qui me permet de faire cette carte. J'ai écrit un certain nombre de codes en back-end et ce code m'a permis de générer ceci. Je vais vous montrer les détails du code. Ça, c'est du iChart. Par exemple, ça aussi, c'est du iChart. Et ici, c'est des chiffres avec police de caractère et tout. Ce que j'ai utilisé, il y a une librairie CSS qui, quand vous la mettez dans votre application et vous lui dites, vous mettez une classe dans un div, qu'est-ce que lui, il fait pour vous? Il met ça comme, il donne la taille à votre, comment dire, à votre interface, la taille d'une page, comme ceci. Et ce que le travail à faire, c'est simplement de s'arranger pour que tout votre contenu graphique tienne à l'intérieur de cet espace ici, avec des trucs de mise en forme. Bon, la mise en forme, c'est du CSS. Et bon, ceux qui font du CSS, vous savez que non, je peux dire que tel élément soit à tel endroit, tel élément soit à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, je mets les éléments à différents endroits et je me retrouve avec une carte comme celle-ci. Et je peux faire, par exemple, là, avec la même approche, je mets les éléments, je les place à des endroits, les données proviennent de ma base de données et en cliquant simplement, je me retrouve avec toutes les données dont j'ai besoin. Elles sont là. Et avec du code, bien sûr. Et là, par exemple, je vous montre quelque chose d'un peu plus complexe. Je veux avoir un document à plusieurs pages. Là, je vous ai montré une seule page. Maintenant, je me dis que non, le document dont j'ai besoin va porter sur 5-6 pages et plusieurs années. Alors, du coup, vous voyez que le chargement prend un peu de temps. Je préfère mieux perdre un peu de temps, ça va prendre peut-être 1 minute, à faire ceci, à appuyer sur un bouton et attendre. Et après, vous voyez qu'il me génère tout ça. Des données qui proviennent de plusieurs sources. Et moi, ce que j'ai fait, c'est la configuration et m'arranger pour que mes données soient au sein de ma base de données. Et si je veux aller un peu plus loin, je regarde quelque chose d'un peu plus complexe parce que là, ça fait quoi? 9 pages. Maintenant, je vous ai parlé de l'exemple des 25 ans et tout ça. J'ai besoin de faire des graphiques pour tous les 26 endroits et qu'ils aient la même forme, qu'ils utilisent les mêmes données et tout ça, ce qui est un tout petit peu difficile. Donc là, vous voyez que c'est en train de charger, ça me prend du temps pour me montrer ce dont j'ai besoin. Mais dès que ça charge, je peux dire que j'imprime ça et pas j'ai un document PDF que je peux envoyer à quelqu'un. C'est en train de prendre du temps. Bon. Attendons un tout petit peu, mais jusque-là, vous voyez, si vous voyez,
Si on repart ici, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et j'ai ma dernière page. En somme, avec simplement de la configuration, je prends toutes mes données, je mets à un endroit et je me retrouve avec un gros document qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Et s'il y a une information qui manque et tout ça, je sais que je peux repartir, mettre à jour ma base de données, pap, j'obtiens un document comme celui-là. Et si je prends, par exemple, celui-ci, bon, celui-là n'est pas encore achevé. C'est un truc sur lequel je suis en train de travailler. Il est en train de charger aussi. Je suis en train de construire, je peux construire une infographie comme ça, avec des cartes, des données multiples et tout, en utilisant simplement en codant et en ayant mes données bien, comment dire, bien présentes dans ma base de données. Ça, c'est un exemple. Et il y a, comment dire, il y a d'autres exemples. Par exemple, celui-là. Je ne sais pas, comme c'est ma plateforme de développement, je ne sais pas s'il est, comment dire, il est fonctionnel. OK, il est fonctionnel. Et là, je me dis, non, je vais imprimer ça en A4 et tout, et j'ai des éléments qui sont disponibles comme ça. Et en appuyant Print ici, je peux imprimer ce document. C'est un PDF grâce à Google Chrome. Hop, je suis prêt. Et ainsi de suite. Donc, avec les mêmes données, en fonction des demandes que je peux recevoir, je peux jouer avec mes requêtes et tout, et vous présenter quelque chose. Bon, s'il y a des personnes qui causent, je vais vous montrer. S'il y a des codeurs, je vais vous montrer plus ce qu'il y a derrière. Là, comme j'ai dit, il y a mon application, c'est celle-là. Il y a, pour ce qui est du code source, j'avais parlé des JPA, donc quelque chose qui me permet de me connecter à ce qui est en arrière dans ma base de données. Je vais juste prendre une, comment dire, une classe Java qui est là, avec les annotations qui sont ici. Ces annotations me permettent de dire que la colonne qu'il y a dans la base de données, sûrement c'est celui-là. Le type de mon objet qui est en front-end, c'est celui-ci. Et ça, c'est le bin validation, par exemple, dont je vous avais parlé. Je dis que la taille maximum de celui-là, ça doit être 1000 caractères, et ainsi de suite. Et il y a même la possibilité de créer des liens entre comment dire, plusieurs tables dans ma base de données. Et en créant ces liens entre plusieurs tables, il y a toute une manière de faire ça. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais en somme, quand je parlais de JPA, c'est ceci. Ça, c'est ma partie connexion à la base de données. Et ensuite, j'avais dit que j'avais des EJB qui permettaient de faire, comment on dit ça? Des EJB qui me permettaient d'écrire du code qui va être, comment dire, le serveur d'application va prendre mon code, l'exécuter pour moi et gérer tous ces objets directement. Par exemple, celui-là, c'est en ces lignes de code, j'ai créé des, comment dire, des templates qui permettent d'envoyer des emails. Et comme les emails prennent des fois du temps et tout ça, j'ai mis ça que ça soit asynchrone
et que quand, comment dire, quand la méthode est appelée, ça lâche et ça, comment dire, l'application continue à faire ce qu'elle est en train de faire. Et comment je gère cela? En mettant juste stateless ici, quand mon serveur d'application va voir ceci, il va dire c'est un EJB parce qu'il y a des EJB stateless and stateful. Stateless, donc, ils ne gardent aucune donnée. Ils sont là juste pour exécuter des tâches. Stateful, donc, ils gardent des données pendant une certaine période et fonctionnent comme d'autres types d'objets. Mais généralement, les stateful ne sont pas souvent utilisés. Et j'avais dit qu'il y a mon interface graphique qui communique avec des... mon interface graphique qui communique avec des objets. Là, c'est par exemple un objet qui communique avec mon interface graphique. Maintenant, les objets qui communiquent avec l'interface graphique ont ce qu'on appelle des scopes. C'est des managed beans. Il y a le view scope, donc ça signifie que quand tu es sur une page, chaque aller-retour qu'il va avoir avec la page garde cet objet-là le même. Bon, comment vous expliquer ça? Par exemple, je suis en train d'entrer des données sur une interface, mais cette interface a plusieurs, comment dire, parties. Je dis, première partie, on voit d'abord ces données au serveur, et puis ensuite, après, remène-moi une information qui me permettra de continuer. Par exemple, vérifier si l'adresse email d'une personne qui a été entrée n'existe pas dans la base de données. Il peut faire ça pour moi, mais si c'est ViewScope, ça signifie que ça me permet de garder mes données visibles pendant toute la transaction qui est entre l'utilisateur et comment dire, et mon serveur d'application. Bon, pas besoin d'entrer dans trop de détails, c'est juste ça. Mais avec quelques annotations, je peux accéder à ces données. Ces données vont se connecter, comment dire, cet élément va se connecter au AGB et les AGB vont aller chercher des données pour moi dans la base de données. Et pour ce qui est de l'interface graphique, mes rapports, c'est du code. C'est par exemple ça, c'est ce que j'ai écrit pour pouvoir faire la carte que je vous avais montrée à plusieurs pages. Je dis simplement, récupère les données, mets ça en forme comme ceci, et ensuite, quand l'utilisateur appelle, lui, il va voir la carte jolie et tout ça, mais ce que moi j'ai fait, c'est écrire juste tous ces éléments ici pour permettre à ce que lui puisse récupérer et me donner ce dont j'ai besoin. Maintenant, comment j'ai intégré le HTML5? C'est en utilisant des composantes. Par exemple, ici, ça, c'est la composante d'une carte. Par exemple, je lui dis, les paramètres que tu vas recevoir sont ceux-ci, que tu peux recevoir. Certains sont facultatifs et d'autres non. Les fichiers JavaScript dont tu as besoin, c'est ça, pour exécuter. La mise en forme que j'ai mis et tout ça qui est spécifique à cet objet, c'est ça. Quel code je dois exécuter pour mettre en place la carte? Je récupère des paramètres ici qui ont été envoyés par l'utilisateur. J'utilise D3, comme j'ai dit, pour calculer automatiquement pour moi les couleurs. Ils vont aller de rouge, par exemple, à jaune. Et là, je fais un certain nombre de tâches. Je lui demande de changer des éléments dans mon document et ainsi de suite. En somme, tout ça, c'est le code qui est ici qui permet de générer la carte qu'on a vue de l'autre côté. Et ça lui dit, mets la couche des océans, mets la couche des pays du continent, mets le pays qui m'intéresse, donne-lui la couleur blanche. Ensuite, ajoute les labels pour chacun des pays, mets le nom. Pour ce qui est des zones, mets les zones, ajoute et ainsi de suite.
Et au bout du compte, je me retrouve avec une carte. Maintenant, quand j'ai cette carte-là, qu'est-ce que j'en fais? Je vais dans mon rapport, par exemple ici, je l'appelle OK. Je l'appelle ici, je lui donne les paramètres et comme c'est dans la mise en forme là, et il va apparaître à l'endroit où je veux qu'il apparaisse. C'est, comment dire, pour les personnes qui ne développent pas, ça n'a pas l'air vraiment évident. Mais bon, pour ceux qui développent, ils voient que c'est juste des instructions qu'on met les unes après les autres. Tu lui dis, change de couleur, fais ceci. Si quelqu'un appuie sur ce bouton, change ta forme. Si quelqu'un appuie sur tel endroit, fais ceci, fais cela. C'est une suite d'instructions qu'on est en train de donner au système pour permettre à ceux que ils puissent produire les cartes dont j'ai besoin. Bon. Et avec ceci, je conclue ma partie de la présentation et on peut commencer avec les interactions si nécessaire. Merci, merci beaucoup Stanislas pour cette présentation. Alors, ce que nous allons faire, c'est que si vous avez une question, en principe, il faudra lever la main et comme ça, on pourra vous donner la parole et puis vous allez le faire. Mais déjà, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, quand tu parles d'infographie, tu fais allusion à quoi exactement? Donc ça, c'est une première question qui avait déjà été posée dans la partie chat. Et puis, une autre deuxième question, c'était celle de savoir quel back-end utilise pour générer ces interfaces. Donc, voilà un peu les questions qui étaient déjà là. Il y a aussi une troisième question, mais je pense que déjà, si possible, vous pouvez répondre d'abord à ces deux-là. Donc, quand tu parles d'infographie, tu fais allusion à quoi exactement? Quand je parle d'infographie, c'est une représentation graphique de données pour pouvoir faire passer un message ou pour pouvoir faire comprendre quelque chose à une audience particulière. Parce que les infographies dépendent vraiment de qui est la personne qui est en face de vous. Il y a des infographies pour les scientifiques. Quand on me la montre à moi, par exemple, je ne vais vraiment pas comprendre ce dont ils sont en train de parler dans cette infographie. Donc, il y a des infographies, par exemple, pour montrer le chemin. Il y a des infographies pour donner des chiffres clés après une activité particulière. En somme, c'est du graphique qui fait passer un message. C'est plus facile à percevoir et ça permet, comment dire, facilement aux personnes de comprendre ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Parce que bon, disons que si on va, il y a un modèle de communication qui veut que les personnes ont tendance à plus comprendre les formes plutôt que les écrits. Donc, quand tu prends par exemple une table avec 20 colonnes et 50 lignes et que tu la donnes à quelqu'un, la personne aura beaucoup de difficultés à comprendre quel est le message derrière cette table. Mais si tu fais un summary du contenu de la table, tu peux dire le total, c'est 500 000. La moyenne d'âge de personnes, c'est 20 ans. Maintenant, quand tu prends les données importantes, quand tu as traité la table, tu prends les données importantes, il faut les représenter d'une certaine manière qui permet de capturer l'attention de la personne et lui permet de tirer quelque chose de supplémentaire des données qui sont à disposition. Et de là, on peut se retrouver dans une situation, par exemple, si je parle d'endroits, de plusieurs endroits si je parle de plusieurs endroits en Éthiopie, c'est plus facile que je te montre une carte, tu retiens plus facilement que je te donne une liste de 50 endroits
et je te donne des chiffres sur le nombre de personnes qui sont présentes à ces 50 endroits. Et l'avantage comment dire, d'utiliser cette approche, c'est que on permet à la personne de réfléchir plus rapidement et de prendre plus facilement des décisions. Si une personne regarde une carte, elle peut dire sur la carte, si les barrières sont représentées, elle peut dire, ah, on est en train d'aller à tel endroit, on doit passer par tel chemin, il y a une barrière là, donc il est difficile pour nous d'arriver à l'endroit. Mais si tu donnes la liste des barrières, le nom de l'endroit où on est en train d'aller, la réflexion est limitée. C'est un peu ça l'idée. C'est quoi, je reprends à la question de, c'est quoi l'infographie? Et d'une autre part, je dis un tout petit peu à quoi ça sert. Okay, merci. Alors, je pense qu'il y avait une autre question de savoir où on demandait quels sont les back-ends que vous utilisez pour générer tout ça. C'est du HTML, c'est du JSF. JSF, c'est un niveau supérieur d'abstraction au HTML. Avec du JSF, ça permet de communiquer avec le Java, les managed bins qui sont en Java. Et derrière les managed bins qui sont en Java, il y a des EJB. Et derrière les EJB, il y a les EJB utilisent des JPA pour pouvoir communiquer avec la base de données. C'est plus ou moins ça le back-end qu'il y a au niveau de l'application. Mais je n'utilise pas un générateur de code. La plupart de code, je préfère l'écrire manuellement tout seul parce que les générateurs ont leurs limites. Ok, d'accord. Alors, il y a une autre question, c'est Michel Kamwanga Clark qui l'a posée. Il dit, si je comprends bien, le JPA nous aide à communiquer avec la base des données afin de générer toutes ces opérations sans que nous ayons à écrire aucune requête ou une DAO. Non, ça permet de faire le mapping entre la base de données et les objets. Mais les requêtes sont écrites. Les requêtes sont dans les EJB. Il y a des requêtes qu'on écrit, on dit select, blabla et tout ça. Avec comment dire, on n'écrit pas ça. Il y a possibilité d'écrire ça en langage natif de la base de données. Comme on peut utiliser un autre langage qu'on appelle le JPQL. C'est un langage qui permet d'écrire des requêtes basées sur des objets. Parce que le SQL écrit des requêtes basées sur les tables qui sont dans la base de données. Mais le JPQL permet d'écrire des requêtes qui sont basées sur les objets qui ont été mappés aux tables de la base de données. Le DAO, c'est la couche que, comment dire, pour ce qui est du DAO, c'est embarqué dans le Eclipse Link et ça permet à ce qu'il te donne tous les éléments qu'il faut et toi, tu n'as qu'à écrire le code comment dire, de business logic. Allô? Oui, on est là, on est là. Oui, disons que c'est ça. C'est que ça n'élimine ça n'élimine rien, mais ça change simplement la façon d'écrire. Les requêtes, on doit les écrire parce que sans écrire les requêtes, comment on va accéder aux données? D'accord. Alors, ici, je vois, il y a Théophile Mwenze qui a écrit « Comment se passe la mise à jour de ces pages HTML en lien avec le back-end? Ça s'est fait online ou en local? » Je ne comprends pas ce que ça veut dire online ou en local. La mise à jour, ça veut dire quoi? Alors, je pense que Michel, si tu peux donner peut-être la parole à Théophile, comme ça, il va parler et pouvoir donner beaucoup plus d'explications par rapport à sa question. Oui, je pense que Théo, tu peux activer ton micro et puis tu peux poser… oui, son micro est allumé. Tu peux poser la question et t'expliquer. Okay. Merci. Bonjour, Stanislas. Bonjour. Donc, ma question, c'est de savoir, vu que l'application est hébergée, je pense, c'est hébergé déjà en ligne, et vous avez dit que les pages en question sont liées à une base de données, donc les backends dont il parle.
Je demande s'il y a des nouvelles données, comment se passe la mise à jour pour qu'il y ait des nouvelles données, par exemple, qui entrent dans les systèmes et que ça puisse se visualiser directement sur les pages web qui sont déjà hébergées. Comment se passe la mise à jour s'il y a des nouvelles données que vous entrez? La mise à jour se fait automatiquement. Les interfaces graphiques sont liées à la base de données par plusieurs couches. Donc, du coup, si je dis, par exemple, je génère une carte pour dire, montre-moi tous les restaurants de la ville, OK? Allô? Oui, je vous entends. Je dis tous les restaurants de la ville. Quand je mets un nouveau restaurant dans la base de données, dès que j'appelle la page, il y a plusieurs technologies qui peuvent répondre à la question. Si je veux que ma page ne change pas et que si je veux que ma page ne change, se mette à jour toute seule, comme par exemple les pages Facebook et tout ça, ce sont des pages qui se mettent à jour toutes seules. Dès qu'il y a un nouveau message, le message se fait voir. Il y a une technologie qu'on appelle le WebSocket qui permet d'envoyer des données à partir du back-end jusqu'au front-end. Si maintenant la page n'utilise pas une technologie comme WebSocket ou bien SSE ou bien une autre technologie qui permet de faire du push vers la base de données, vers l'interface, il y a d'autres, il faudra juste rafraîchir la page ou bien dès qu'on réaccède à la page, on voit les nouvelles données qui apparaissent. Si j'efface un certain nombre de données dans ma base de données, dès que je rafraîchis encore la page, les données vont disparaître. Si je dis que dans ma requête, je dis ne me montre que les données de 1920, il va prendre les données qui sont liées à 1920 et me les présenter. Dès que, si je change quelque chose dans les données de 1920, elles seront reflétées soit par un push, soit par un push. Si ce n'est pas un push, je dois rafraîchir la page et prendre les nouvelles données qui proviennent de la base de données. Merci. Alors, merci. Avant peut-être de lire la question de Neville, je vois il y a Didi Baka qui a levé la main depuis bien longtemps. Alors, Didi Baka, si tu es là, tu peux aussi intervenir. Ok, merci pour la parole. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Merci pour une très bonne présentation. C'est vraiment impressionnant. Bon, moi, je ne code pas avec le Java, mais j'avais juste quelques questions que j'allais poser. Et puis, peut-être donner une précision par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de D3, tu l'as appelé un langage. Bon, j'allais dire c'est juste une librairie JavaScript. Et puis, j'allais te poser, est-ce que tu as utilisé le JavaScript ou tu as juste utilisé le library? Et une autre question était de savoir, tu as parlé de leaflet. Tu l'as juste, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à choisir le leaflet? Parce qu'il y a aussi d'autres librairies. Comme il y a le Google Maps, tu pouvais aussi utiliser, il y a le open source. Bon, je ne sais pas pourquoi tu as utilisé le leaflet. Peut-être il y a une raison spécifique qui t'a poussé à le faire. Alors, si peut-être tu pourras le partager avec nous, ce serait mieux. Merci. Bon, je commence par la deuxième question. Moi, quand je dois utiliser une technologie, je commence par chercher ce qui est free. Google, okay. Quand tu commences à utiliser, que tu atteins un certain nombre, il faut payer. Oui. Et ça fait que pour ce qui est c'est un outil que je développe pour l'entreprise, tu vois, non? Et je ne connais pas quelles sont les contraintes liées à Google Maps quand on développe avec ça pour une entreprise. Alors, du coup, je ne vais pas me mettre dans une situation difficile en utilisant une technologie où je n'ai pas les connaissances juridiques appropriées pour l'utiliser. OK. Pour ce qui est de D3, D3 est une librairie. Et bon, je ne sais
pas si c'est pas un langage, c'est une librairie. Oui. C'est une librairie JavaScript. Donc, du coup, quand je charge la librairie D3, je peux utiliser ça avec le reste du JavaScript. Il y a pas, ce n'est pas exclusif. Tu n'as pas à utiliser l'un ou l'autre. Tu les utilises ensemble. Si j'ai besoin de faire une addition, je le fais avec JavaScript. Si j'ai besoin de filtrer des données, je peux les filtrer avec JavaScript et ainsi de suite. Mais le D3, ça m'aide à faire ma carte, ça m'aide à faire mes graphiques et ainsi de suite. OK, merci. Merci. En fait, je croyais qu'il y avait des raisons spécifiques pour utiliser Leaflet, mais c'est bon, j'ai compris en fait. Merci. La gratuité, ça donne les fonctionnalités dont j'ai besoin. Alors, merci, merci beaucoup. Alors, avant peut-être de donner la parole à Ridi Ndoma, il y a une question que Neville a écrit dans le chat. Il a écrit ce qui suit. En parlant de CSS, avons-nous besoin d'utiliser un framework tel que Bootstrap ou tout autre framework? Dans mon cas de figure, je n'ai utilisé que le CSS simple parce que j'utilise d'autres librairies pour mon développement qui peuvent entrer en conflit avec le Bootstrap. Alors, du coup, je n'utilise pas Bootstrap, j'utilise simplement du CSS. Et le CSS, je ne l'utilise pas pour faire des interfaces graphiques avec Bootstrap. Non, non. J'utilise ça pour mettre en forme mes pages, tout simplement. Merci. Alors, Ridi Ndoma, si tu es là, tu peux désactiver ton micro et prendre la parole pour poser ta question. Ok. Bonsoir Stan. Bonsoir. Voilà, et félicitations, j'ai vu l'application, c'est une grande application, elle est costaud. Cependant, j'ai une question de curiosité. J'ai quand même fait un peu de GSF à l'époque, voilà. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui justifie la présence du répertoire RESTful dans ton projet. Parce que je vis, quand tu as présenté l'architecture, bon, j'ai compris que ton front-end consomme directement, disons, est lié directement à la JPA. Donc, les données viennent directement à la JPA et puis ça passe au niveau du front-end. Je voulais savoir qu'est-ce qui justifie la présence des répertoires RESTful dans ton projet. Est-ce qu'il y a-t-il des services que tu consommes en dehors des données que tu as dans la base ou comment? Oui, il y a que comment dire, j'utilise des fois les données que j'ai dans ma base quand je déploie mon application pour faire des dashboards avec Power BI. Alors, du coup, pour connecter Power BI à mon back-end avec des trucs de sécurité et tout ça, j'utilise le RESTful API. Ouais, ça va. Ok, merci. Alors, il y a une autre question ici. C'est qui? Oui, je pense que c'est Kitokob qui l'a posé. Alors, il a écrit je vais comprendre par rapport aux sources des données, entre parenthèses, free, sécurisé, comment interagissent entre elles. D'accord. Si j'ai une base de données non relationnelle, non, ça c'est quelque chose. Par rapport aux sources de données, comment elles interagissent entre elles. Donc, les sources de données, déjà que ça c'est une application sur mon ordinateur. Si je veux mettre une application comme celle-ci en ligne, il n'y aura aucun accès aux sources de données, à part l'accès que mon application a directement à la base de données. Je vais fermer tous les ports d'accès à ma base de données et je vais configurer ma base de données pour lui dire que les seuls appels qu'il peut recevoir, c'est des appels localhost. Ça, c'est le premier truc de sécurité. Le second, c'est que quand j'ai, comment dire, le module que j'ai montré là, c'est un module que j'utilise sur mon ordinateur.
La base de données de production est en ligne avec une interface web sécurisée pour la capture de données. Comme j'ai besoin de récupérer des snapshots, quand j'ai besoin de la base de données, je prends un snapshot, je la mets sur ma machine, je commence à travailler sur mes rapports. Parce qu'avec les rapports, bon, je pouvais faire quelque chose de plus fancy, par exemple, mettre un data warehouse, commencer à communiquer, tout ça, mais ça a un coût. Il y a un coût lié à ça. Il y a les ressources, donc en termes de personnes qu'il faut. Donc, du coup, mon application est sur ma machine. Je développe comme ça. Au cas où j'ai plus de ressources à un moment ou un jour, je peux la déployer en ligne, sécuriser un peu plus pour permettre à ce que l'accès soit contrôlé. Mais actuellement, c'est juste sur ma machine pour ce qui est de la partie rapport et la partie capture de données est en ligne. Merci. Une autre question, c'est, bon, malheureusement, l'ami n'a pas mis son nom en se connectant, mais il dit, j'aimerais savoir si j'ai une base de données non relationnelle logée sur Firestore pour exploiter ces données de façon à avoir des résultats par où faut commencer. Bon, si j'ai fait ça dépend de déployer sa solution. S'il veut déployer sa solution en ligne, par exemple, il peut faire une connexion au Firestore avec du Java. Je pense qu'il y a un API pour ça. Bon, ça, il faut que je vérifie. Je n'ai jamais utilisé le Firestore, mais je sais que pour la plupart de ces technologies, il y a des API Java. Il va juste accéder à ces données avec un API Java et après qu'il n'ait accédé à ces données avec un API Java, tout le reste est réutilisable parce que la couche d'accès aux données, s'il développe une couche d'accès aux données, il peut réutiliser les mêmes, la même interface, faire les mêmes choses, vu qu'il n'a qu'à plugger ce que l'interface graphique a une autre source de données. Bon, peut-être je peux compléter là. Firestore, je pense qu'il a il y a une API Firestore pour Android, macOS, mais aussi pour le web. Mais aussi, étant donné que Firestore, c'est du JSON, il peut facilement utiliser l'API web avec du JSON et il peut coupler ça avec son application ou bien son backend ou bien, je ne sais pas, son application qui marche sur Java et ça peut utiliser du JSON et de cette façon-là, je pense qu'il peut aussi atteindre un résultat. Oui, c'est vrai, avec du REST API, il peut faire ça. Exactement. Et même que dans la version, dans la version Java EE8, il y a, un truc de mapping entre JSON et de l'objet. Exactement. C'est standard, c'est dedans. Il y a d'autres éléments comme Jackson et tout ça, Google JSON et tout ça. Il y en a plusieurs qui peuvent permettre de transformer son JSON en Java. Ok, merci. Alors, je crois que dans le chat, il y a une dernière question dans le chat. C'est pourquoi ne faites-vous pas recours aux technologies Power BI ou Tableau qui peuvent également vous générer des dashboards de ce genre? On essaye d'imprimer dans la plupart. Power BI, quand j'ai commencé à développer ce truc, l'impression n'existait pas dans Power BI. Et quand ils ont mis l'impression, la qualité du document était très mauvaise. Quand vous prenez un document dans Power BI, vous l'imprimez, ce n'était pas beau du tout. Tableau, c'est la même chose. Quand j'utilisais Tableau, dès que vous essayez d'imprimer, c'est moche. Le rendu n'est pas du tout bon. Mais avec ce que j'utilise, le rendu est meilleur et j'ai une plus grande maîtrise sur ce que je suis en train de vouloir présenter sur
l'interface graphique. Tableau a des limitations en termes de sources de données. Vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser peut-être autre chose et tout ça. Et quand vous achetez la licence, c'est 1 500 $ minimum par un utilisateur. Alors, et chaque fois que vous devez ajouter un utilisateur, il faut ajouter de l'argent. Je ne pense pas que l'organisation va accepter de débourser 10 000 ou 20 000 $ pour pouvoir utiliser Tableau. Or, je peux développer ce dont on a même chose que Tableau, mais ce dont on a besoin, je peux le développer. Encore, si je repars vers Power BI, Power BI embarque les données dans, comment dire, dans l'interface qui est visible. Avec quelques hacks, une personne peut récupérer les données qui sont dans mon application. Et les deux outils dont il est en train de parler, ça fait du dashboarding. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de dynamique où on clique, on filtre et on peut avoir les données dont on a besoin. Ce qui n'est pas mon cas. Mon cas, moi, je veux quelque chose qui peut être imprimé, qui est beau à voir et le rendu qui est de très bonne qualité. Ce qui n'est pas comment dire, ce qui n'est pas ce que Tableau et Power BI font. Donc, voilà. Dans le chat, il n'y a plus de questions et je ne vois pas aussi non plus de mains levées. Donc, j'imagine qu'il n'y a plus personne qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, allez-y. Ok, bon, c'est pas vraiment une grande question puisque j'avais déjà posé la question sur Firestore. Je voulais plutôt demander pourquoi, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de penser à rendre votre application, c'est-à-dire celle que vous avez déjà créée, qu'elle soit plutôt exploitable par d'autres développeurs au lieu qu'ils puissent recréer la même solution de leur côté. Quelque chose comment dire, comme une API que les autres peuvent, par laquelle les autres peuvent accéder et ils peuvent connecter leur propre base de données. Ils vont juste utiliser ce que vous avez déjà créé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous étiez déjà arrivé de penser à ça? Oui, c'est une bonne idée, mais le truc, c'est que si j'ai eu à développer cela, c'est pas que je voulais vraiment faire. C'est parce que, comment dire, il y a des contraintes en termes de ressources et tout ça, et je voulais que mon travail soit fait. Alors, du coup, j'ai développé quelque chose qui me permet de faire ce dont j'ai besoin. Pour ce qui est maintenant de, comment dire, des outils comme ceci, il y en a plein en ligne, mais ils ne sont pas faits pour... Mon cas est très spécifique. J'ai besoin de garder mes données pour moi. J'ai besoin d'ajouter n'importe quoi que je veux à ce qui est en train d'être fait. Et il y a aussi un problème avec les données. Ce qu'il y a, c'est que je veux que mes données puissent être réutilisées. Si j'ai le nom des camps, par exemple, de réfugiés, comme j'avais dit, je veux que tous mes 50 documents que je veux produire aient les mêmes noms. Et la plupart des outils qui sont à disposition, c'est vrai, ce qu'ils fournissent, c'est qu'il faut refaire tout from scratch. Je pense que ce que je peux partager dans le cas de figure ici, c'est la méthode, mais pas l'outil vraiment. Parce que l'outil répond à des besoins très spécifiques. Et cette approche peut être réutilisée par d'autres personnes pour faire aussi ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est un truc de développeur, ce n'est pas du drag and drop comme il y a certains outils qui le font. C'est un truc où je développe from scratch et je réponds à un besoin spécifique. La méthode peut être réutilisée, l'outil, pas vraiment. Oui, en fait, mon idée était d'en faire en fait un business. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un jour, mais j'aime ce que je fais maintenant. Un jour, peut-être que je penserai à faire un business, mais actuellement, bon, j'aime ce que je fais. Si c'est un business, ça sera un business de développeur, de produits, de reporting pour des personnes, mais bon, c'est plus ou moins ce que je fais déjà.
Ok, d'accord. Bon, c'était ça ma préoccupation. Merci. Et alors, merci. En fait, effectivement, je pense bien qu'il n'y a plus d'autres questions. Mais moi, par exemple, ce que je vais dire après la présentation de Stanislas, en fait, je comprends une chose, c'est que il est important par moment effectivement de se mettre à coder, parce que quand on se met à coder, on a exactement ce dont on a besoin. Mais quand on reste attaché, par exemple, à une technologie donnée, par rapport à qui vous permet de donner un certain résultat, parfois vous n'avez pas exactement ce dont vous avez besoin. Donc, par moment, il faut accepter aussi de pouvoir coder. En fait, bon, je voulais peut-être passer la parole à Stanislas pour la conclusion, mais je vois qu'il y a Pacifique Mugaruka qui a demandé la main. Donc, Pacifique, vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question. Merci beaucoup de la parole. Bon, je vous ai pris en cours parce que, bon, voilà, donc je me suis connecté après, mais j'ai apprécié au fait la partie que j'ai eu la chance de suivre. Juste un partage d'expérience. Donc, bon, pour ma part, j'ai fait aussi les reporting en utilisant R et Markdown. Et la qualité des documents est très bonne. Et quand je veux faire un dashboard, j'utilise Shiny. C'est aussi un outil R. Donc, je ne sais pas si dans les groupes, il y en a qui utilisent cela. C'est juste encourager ceux-là qui seraient intéressés au fait d'aller voir aussi cet outil-là. Merci, c'était juste ça. J'utilise ça. Alors, je vois qu'il y a aussi, bon, excusez, le nom sort par la marque du téléphone, Technocamon. Je pense que vous pouvez aussi désactiver votre micro et puis prendre la parole. Allô? Cher ami, vous n'avez pas mis votre nom, mais c'est sorti Technocamon. Si vous êtes là, vous pouvez désactiver votre micro et prendre la parole. Ah, bon, j'ai l'impression que soit ça a été une erreur. Alors, je pense que nous allons donner encore la parole à Stanislas pendant peut-être 3 ou 5 minutes, je ne sais pas, selon ce qu'il aura à dire pour donner sa conclusion par rapport à cette présentation. Merci. Bon, je dirais juste merci beaucoup pour l'opportunité. Ça a fait quand même du bien d'échanger avec des personnes sur des sujets comme ceci, ce qui est un tout petit peu rare. Il y a comme un désintérêt autour de la technologie pure. Je trouve que même les personnes qui parlent de technique ne parlent pas suffisamment de technique, ils parlent de la politique autour de la technique. Et moi, bon, c'est pas que j'ai commencé à faire ces histoires de IT depuis l'université. Donc, ça fait maintenant plus ou moins, si je dois compter les années, ça fait combien? Si je dois voir vers 2002-2004, donc ça fait à peu près 18 ans que je fais ça. La première version de Java que j'ai utilisée, c'était la version 1.4. Et maintenant, on est à la version, je ne sais pas, 14 ou quelque chose comme ça. En somme, comment dire, si je peux dire quelque chose aux personnes, si vous aimez la technique, faites de la technique, mais ne vous limitez pas simplement à le faire, faites-le très bien. Il y a que si on doit voir entre maintenant et quand nous avions commencé à apprendre, il y a une très grande différence. Maintenant, vous avez plein de cours en ligne, vous avez de la documentation à profusion, il y a des MOOC gratuits et tout ça, ce qui n'était pas le cas. S'il y a des personnes qui aiment vraiment cela, il ne faut pas se limiter à aimer pour impressionner simplement son auditoire, mais il faut aimer suffisamment pour devenir spécialiste dans ce que vous faites. Et ça sera quelque chose de très bien d'avoir un peu plus de gens portés sur un travail de qualité plutôt que
uniquement la forme autour de la technique. Pour répondre à notre ami qui a parlé de R, R est un très bon outil et bon, je connais un peu de Markdown. Shiny, ce que je n'aime pas, c'est que le déploiement, il n'y a pas de sécurité qu'on peut mettre dessus, à moins qu'on paye aussi de l'argent avec le Shiny. Si on veut sécuriser le contenu, c'est ce manque de flexibilité qui ne m'a pas intéressé. Mais je suis en train d'exploiter de plus en plus ce qu'il y a dans R. Moi, je l'utilise plus pour manipuler des données. Parce que j'ai observé que avec de très grandes quantités de données, les bases de données ne réagissent pas aussi bien que R le fait. Et alors, du coup, je suis en train d'aller dans cette direction-là. Avec le Markdown, je pense que je vais faire quelques essais aussi et faire une comparaison entre ce que je suis en train de faire et R. Et si R me fournit les résultats dont j'ai besoin, il n'y a pas de souci. C'est une technologie, on peut migrer vers elle. Merci à tous et je pense que j'ai fini. Alors, merci beaucoup, Stanislas. Avant de finir, je remets la parole à Michel. Je ne sais pas si Michel a quelque chose aussi de particulier à ajouter. Bon, je suis juste content et je remercie tout le monde de la participation, surtout Stanislas. Sa présentation a été waouh. Donc, c'est du très bon boulot et je suis vraiment impressionné de ma part et je sais que tout le monde aussi. Donc, nous savons que, comme on l'a dit au début, nous, c'est le ICT 243 Forum. On est là juste, on a partagé une vidéo pour la présentation du ICT 243. On est là pour permettre ou bien pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies à toute la population congolaise de partout dans le monde. Et donc, comme on l'a écrit dans le chat, si vous avez une présentation, vous voulez partager avec d'autres collègues congolais, d'autres collègues de partout dans le monde, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, notre adresse mail est là, contact@icit243.org et nous allons revenir vers vous. On aura des séances comme ça chaque semaine, c'est-à-dire chaque semaine, on aura une séance à la fin de la semaine et je pense que de cette façon-là, on va apprendre. On a beaucoup de génies, on a beaucoup de gens qui peuvent partager de bonnes choses, donc on peut aussi les partager avec tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à dire et je remercie tout le monde pour votre participation et je sais que bientôt on sera encore nombreux. Alors en tout cas, merci beaucoup à Stanislas, merci Michel et merci à tous les participants. Nous espérons que prochainement, la semaine prochaine déjà, très bientôt, lors de notre prochain webinaire, vous serez encore là et que vous allez passer le message pour que plein d'autres puissent aussi participer. En tout cas, merci. N'hésitez pas à nous écrire en cas de besoin. On est là, en fait, parce que on essaie un peu de donner la parole à tout le monde. On essaie de partager les expériences afin de permettre que toute la communauté puisse bien évoluer. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. OK. Donc, bonne soirée et bye-bye. Merci. Merci beaucoup, merci, sauf que bon, la connexion nous a fait défaut aujourd'hui. On va partager la vidéo. Oui, on va partager la vidéo, donc vous pourrez suivre ça. Et partager, n'hésitez pas à partager à tout le monde. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Pour une question, est-ce que vous avez un lien par lequel on peut télécharger la vidéo ou seulement via… On va partager le lien via email. Je pense que vous êtes tous enregistrés. Donc, on va partager via email avant demain matin, en fait. Vous aurez déjà D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. C'est vraiment génial. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Merci. On vous offre. OK.